Bonjour à tous, heureux de vous recevoir parce que je reçois une ancienne lionne indomptable. Elle s'appelle Francine Estelle Zouga Edoa. C'est ça? C'est bien ça. On l'appelle communément Francine Zouga parce que c'est son nom qu'elle a eu toujours sur son maillot et que les commentateurs de match le disait Francine Zouga. Francine Zouga, elle évoluait au milieu de terrain dans l'équipe nationale du Cameroun. Elle a fait la Coupe du Monde de 2015. Elle a aussi participé à beaucoup de compétitions africaines. Bonjour Francine. Bonjour, monsieur. Ouais, comment tu vas? Mais dis-moi, comment tu arrives au football? Déjà, je vais bien. Mhm, Je porte parfaitement bien. Mon histoire est assez longue mhm. parce que Ouais, mais on est là pour ça parce que on se dit comment une jeune fille comme ça peut arriver, comment elle arrive au foot? déjà le football dans la famille, je dirais, c'est un peu inné. Ou Mhm, alors c'est inné ouais, parce que j'ai des oncles qui mhm, ont joué au foot. ouais, J'ai un coach que tout le Cameroun connaît, oui. Comment il qui s'appelle? est le coach Inke, je lui dis Mhm, bonsoir en passant. ouais, Et puis bien d'autres qui n'ont pas mhm, eu la chance d'évoluer au niveau. mhm. Donc, Ça, c'était en quelle année ça? 2003, 2004 de. que tu commences le foot? Ah non, je dirais depuis mes 7 ans, Oui. avec des petits garçons Mhm, à Douala, parce que bon, voilà, j'ai mhm. grandi pratiquement à Douala, Ouais, même oui. si je connais les deux villes, les deux grandes Les deux grandes villes métropoles. du Cameroun. Mhm. Donc, j'ai grandi à Douala. Ouais. Et dans les rues, je commençais dans les rues de Douala. Mhm, Et je dirais, j'ai eu un coach à Tangana, mhm. Grégoire, que je vais Salut aussi. communément appeler Atango, Mhm, ancien coach de Yaoundé 2. mhm. Donc, que je vais passer un petit coucou. Ouais. Donc, il a été le tout premier coach qui a cru en moi Mhm, et qui est venu voir mes parents. J'étais la seule fille parmi des dizaines de garçons mhm. qui essaient de se De se démarquer. démarquer, ouais. Donc, Tu joues aussi avec les garçons? ouais, parce Ah ouais. que À quel en poste? passant, je suis jumelle Oui. avec un garçon. Ah bon? Moi Donc, aussi, je avec, suis jumeau, hein, donc voilà. on est entre frères. Donc, du coup, c'est à force d'être avec mon frère partout Mhm, que, voilà, je pense que tout a commencé. On mhm, a côtoyé les mêmes personnes, mhm. enfin, des garçons surtout. Ouais. Et le coach à Tango, il a cru en moi parce que déjà, il avait une académie. Ouais. Et c'est dans cette académie que j'ai commencé. Ouais. Makassi, Mhm, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Donc c'est là où on a commencé, mon frère et moi et bien d'autres ouais. qui Donc ton frère, il joue malheureusement, aussi au foot? ouais, qui Ah, d'accord. malheureusement n'ont pas eu la chance de percer. Mhm, Donc c'est parti de là jusqu'au jour où le coach à Tango, après une détection de KSA, mhm. qui m'ont choisi malheureusement parce que à la maison c'était plus les coupes cheveux courts Oui, oui. parce que c'était plus le C'est le système système anglophone. anglophone, ouais. Voilà. Donc le coach, comme ça, tout petit, je crois que j'avais 10 ans, 11 ans et demi, Mhm, il m'a choisi et deux autres garçons. mhm. Et à la C'est- fin, le coach à Tango lui dit, mais non, tu peux pas parce qu'elle est une fille mhm. et tout. Ouais, Il était surpris, le détecteur de KSA. ouais. Il était surpris, vraiment déçu à la Déçu à fin, la fin, en ouais. fait. D'avoir une Une joueuse, joueuse. voilà. Ouais. Et à l'époque, j'évoluais sur le côté. Mhm. J'évoluais sur le Latéral côté. Non, ou sur le ailier. côté ailier. Mhm, Donc, il a été vraiment très, très déçu. mhm, Au point, il ne m'a pas remplacé. mhm. Il m'a pas remplacé. Ouais. Et à partir de là, le coach Atango, il a décidé de venir voir mes parents parce que les parents, ils ne savaient pas que Que tu allais jouer au foot. le football féminin, en fait, Pouvait. était déjà un peu connu du côté de Yaoundé. Mhm. Donc, le coach Atango, il est venu voir mes parents. Les parents ont dit pourquoi pas. Et c'est comme ça, ma maman, elle se rappelle que, tiens,
j'ai mon cousin, mon frère, qui entraîne. Il entraînait à l'époque le canon. Parce qu'une année avant, il avait entraîné des filles. Et l'année en question, je crois que c'était 99, Ouais. 2000. Et là, bim, on arrive à Yaoundé, c'est mon oncle qui me présente au code BIC, Oui. BIC 2. C'est lui qui était code féminin du canon des filles. Donc du coup, c'est comme ça que c'est parti. La première fois, en fait, j'étais un peu égaré. En fait, que tu joues un championnat. Voilà, que je me retrouve au milieu des filles à 11 ans. Ouais. Mais qu'est-ce que je fais là? Et honnêtement, il y avait des filles comme Jolet, comme Bella Françoise, qui étaient... Bella Françoise, c'est la capitaine de l'équipe nationale à l'époque. L'ancienne, ouais. Et puis, il y avait en attaque, il y avait Anunga, Abbé, Nama. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Comment ça se fait que les filles jouent aussi bien? Qu'est-ce que je fais là, en fait? Donc, jusqu'au jour, quand je suis arrivé, finale de la Coupe du Cameroun, j'ai joué cette finale en Fandena, et là, bim, je marque le but contre l'Orema. L'Orema, ouais. L'Orema, c'était je me rappelle plus bien du président, père son âme, il est décédé. Et là, c'est comme ça que c'était parti. J'étais parti quelques années après, j'étais déjà présélectionné. Donc c'est allé parce qu'il n'y avait pas encore, il y avait pas encore les catégories. Oui, j'ai vu dans ton parcours que tu as fait Louvre-Minprof. Oui. Tu as fait Louvre-Minprof. Donc c'est après Canon que tu as fait Louvre-Minprof. C'est bien après Canon que je fais Louvre-Minprof. Mais justement, quand on voit un peu ton parcours dans le championnat camerounais, on sait que vous êtes comme des pionnières, parce que à l'époque, ce n'était pas encore le foot d'aujourd'hui qu'on voit. Et quelle est ton appréhension entre le foot du championnat d'aujourd'hui et le championnat d'avant? C'est plus structuré aujourd'hui qu'avant, ou bien c'est... Honnêtement, je veux pas entrer dans ce genre de comparaison, mais je pense que on a perdu beaucoup de choses. Et on a pris beaucoup de retard. Parce que je me rappelle, quand j'arrivais dans le foot, au moins, il y avait des primes. Des présidents, malgré qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils faisaient des gros efforts pour que les enfants d'autrui, parce qu'ils nous considéraient comme leurs enfants. Et ils se mettaient à la place des parents, de nos parents. C'est-à-dire qu'ils faisaient des efforts pour que chaque enfant, chaque fin de séance, puisse avoir sa prime d'entraînement. Moi, par exemple, j'avais 1500. À l'époque, 1500, c'était beaucoup. Hein. Donc, moi, j'étais toute naïve. 1500, je prenais le taxi. Quand j'arrivais à la maison, j'invitais les copains, et puis je mettais à côté 500 francs pour la séance d'entraînement du lendemain ou de mercredi. Parce qu'on s'entraînait, je me rappelle, 4 fois par semaine. Et le week-end, il y avait match. Et aujourd'hui, je pense qu'on a pris beaucoup de retard, parce que si on était allé dans cet élan, honnêtement, aujourd'hui, le Cameroun... Et tu penses que le fait que les filles aient des salaires conséquents, ça ne comble pas le manque? Parce qu'aujourd'hui, elles sont quand même payées à 50 000 francs tous les mois et le salaire passe. Excusez-moi, monsieur Ngara, je pense qu'avant d'en arriver au salaire, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des infrastructures. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a une base. À toute chose, il y a une base. Faut pas sauter des étapes. C'est bien beau aujourd'hui, les filles, elles ont des salaires. Entre guillemets. Parce que je ne sais pas si ces salaires-là sont récurrents. Ou alors c'est en dents de scie. Moi, je ne sais pas. Parce que honnêtement, je ne suis plus l'actualité du foot camerounais. Mais tu sais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dessus, parce que j'ai beaucoup de questions pour toi. Parce que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours. Parce qu'en 2012, tu vas en Suisse. Tu vas en Suisse. Comment ça s'est passé là-bas? C'est ton premier club en Suisse. En Suisse, c'est le premier pays où tu atterris en Europe.
Comment ça se passe là-bas? L'histoire pour arriver en Suisse, c'est assez amusant. Tu vas déjà de quel club pour aller en Suisse? Bah écoutez, 2012, je suis au Cameroun, tranquille. Il y a un tournoi au Cameroun, on organise tous les mois de mars pour célébrer la fête, la journée internationale de la femme. Exact. Donc, on avait organisé ce tournoi, le 8 mars, et moi, je savais pas, j'étais en plein dans mon truc. À la fin du match, son Ken, il me dit, écoute, le coach? Non, une coéquipière. Une coéquipière, ok. Il me dit, écoute, Zougui, il y a le blanc. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Non, après le match, il veut te parler. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. En fait, le blanc, il était venu pour son Ken. La joueuse. La joueuse, ouais. Sauf que il s'est rendu compte qu'il y avait mieux. Moi, je n'avais pas d'argent, tu n'avais pas de... j'avais aucune issue. Et le blanc, il est arrivé, on a discuté, il m'a donné rendez-vous à son hôtel, descente rue Fouet, un hôtel quelque part là. Après, j'ai fini avec le club, avec Louvre, je suis allé le rencontrer, on était 2. Ouais. Et il nous a expliqué le projet. Le projet, c'était de voyager. De voyager, ouais. Parce que l'équipe de son village, qui était en D2, était dans la zone rouge. La zone rouge. Donc, il voulait des filles vraiment prêtes qui pouvaient porter l'équipe et empêcher en fait la relégation du club. Exact. Et je ne sais pas si c'est un coup de chance ou c'est un coup de génie, ou je ne sais pas. Mais comme Dieu sait faire ces choses, j'étais au bon endroit au bon moment. Et c'est comme ça que c'était parti. Et vous avez réussi à... Oui, parce qu'au final, j'ai vécu des situations assez compliquées. La fille avec qui je suis partie, elle a fui. Ouais. Et je suis restée en Suisse, toute seule. Avec Louvre, à l'époque, la direction, le staff de Louvre, administratif de Louvre, qui était un peu très compliqué, qui hésitait de m'envoyer mon CTI. Ouais, tout ça, c'était un peu compliqué. Bref, finalement, ils avaient envoyé. Et grâce à Dieu, je sais pas, parce que Dieu sait faire ces choses, grâce à Dieu, j'ai fait de mon mieux et le club, il a été maintenu en D2. Et bon, la Suisse, j'ai eu trop de problèmes. J'ai eu trop de problèmes, il fallait rentrer pour les JO, préparation des JO, avec l'ambassade de Suisse, il fallait qu'à chaque fois j'aille faire des interventions pour avoir la fille qui avait fui. Ah oui, d'accord. En fait, il fallait, oui. Parce que c'était un peu retombé dessus. Voilà. Donc, oui. Mais c'est vrai. Et en plus, en 2013, tu vas au Kazakhstan. Ouais. Kazakhstan, en 2013. L'année d'après, tu vas au Kazakhstan. Comment ça se passe? Oui, déjà, parce qu'en 2008, moi, j'étais sanctionné après la CAN 2006. J'avais été sanctionné par la CAF. Bon, la Fédé a essayé de faire comme il pouvait. On a réduit à 2 matchs. Je me rappelle, c'était très compliqué pour l'équipe nationale féminine de jouer des matchs amicaux. Donc, j'ai fait pratiquement, je peux dire 2 ans ou 1 an et demi jusqu'en 2008. Ouais. Où un tournoi au collège de la Salle. À Douala. Je ne savais pas que c'était une détection. Je suis arrivé avec ma paire de crampons, je commençais à jouer et bim. On te prend encore. Un blanc. Toujours. Ouais. Tu as beaucoup de chance. Écoute, j'ai un projet pour Indianapolis, machin aux États-Unis et tout. Je dis, pourquoi pas. Bon, sauf que, comme le Cameroun, il est comme il est, il y avait le monsieur qui avait organisé ce match, tournoi, il avait ses pions qui voulaient positionner. Donc, il avait ses joueuses. Le blanc, finalement, il m'avait mis à côté avec comme pour excuse, écoute, t'es sanctionné, je préfère prendre des joueuses qui sont... En fait, j'irai en Guinée équatoriale parce que cette année-là, la CAN, c'était en Guinée équatoriale. Exact. Donc, je préfère aller en Guinée, essayer de regarder s'il y a deux qui me tapent à l'œil pour que... C'est comme ça que je suis passé à côté de ce projet-là. Mais en 2013,
le même manager est revenu à la charge. À la charge. Et il manageait déjà deux coéquipiers qui jouaient en Russie à cette époque-là. Enfin, qu'il avait fait signer après en Russie. Et je pense que c'était, dans notre génération, c'était les premières à vraiment sortir. Oui. Donc, je crois qu'il s'était renseigné auprès de chacune d'elles. Et elles ont parlé de bien de moi. Et là, il est revenu. Il m'a dit, écoute, tu viens du Cameroun, un championnat pas très connu, relevé et tout. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais t'envoyer au Kazakhstan. Pour essayer de voir ce que tu peux faire là-bas. C'est comme ça que je suis allé au Kazakhstan. C'est comme ça que je me suis retrouvé au Kazakhstan. Et, voilà. Et justement, mais parce que moi, ton histoire, elle était vraiment, on va pas dire rocambolesque, mais c'est une belle histoire parce que j'ai vu sur ton parcours qu'en 2014, tu viens en France, à Montpellier. Comment le fait que tu partes au Kazakhstan et après tu viens en France, à Montpellier? Donc, je suis allé au Kazakhstan. Comme vous savez, le Kazakhstan, c'est je dirais, c'est un pays assez compliqué. Compliqué, ben oui. Pas humainement, je dirais pas, mais plus géographiquement. Géographiquement, la température, l'adaptation, il fait très froid. Tout, mais bon, après, je me suis adapté, sauf que je suis quelqu'un qui ne supporte pas trop les températures extrêmes. Les zones, ouais. Donc, j'ai dit, écoutez, je préfère faire une saison, parce que j'avais fait une saison pleine. Ouais. Et après la Champions League, je me rappelle, on avait joué la Champions League contre Arsenal. Donc après ça, je suis rentré au Cameroun. Parce que Arsenal aussi, ils étaient là, ils voulaient, mais sauf que le permis de travail en Angleterre, c'est assez compliqué. Oui. C'est comme ça que je suis passé à côté de ce truc aussi, et je suis rentré au Cameroun. Ouais. Et donc, quand tu parles je rentre au Cameroun, mais tu reviens en France. Comment tu reviens en France? Ouais, parce que 2013, je signe un contrat de représentation avec ce manager qui m'envoie au Kazakhstan. Donc, pour moi, le Kazakhstan, c'était un test. Pour voir un peu ce que tu es capable. Tu pouvais tenir. Voilà. Et pour lui, je pense que j'avais été convaincu. Et en plus, je ne sais pas à quel moment il avait été en contact avec Montpellier, mais Montpellier me suivait parce qu'après les JO, le coach il avait mes vidéos, des trucs et tout. Donc, ça prouve quand même que quelque part, il y avait un suivi sur la personne, la joueuse que j'étais. Exact. En fait. Donc, je suis parti du Cameroun. 2014, je crois, au mois de juillet, je suis arrivé en France. Après le décès de mon père, heureusement. Je suis arrivé en France. C'était assez compliqué parce que ça faisait même pas une semaine que j'avais enterré mon père. Wow. Et je me rappelle que j'étais abasourdi. Voilà, j'étais abattu. Vraiment abattu. Parce que les gens qui me connaissaient, s'ils me voyaient jouer au séance d'entraînement, c'était pas toi. J'étais complètement perdu, mais pas à force du ciel. On est arrivé au tournoi à Valence, tournoi de pré-saison. Et là, aussi, il faut dire que j'avais commencé en fait une veillée, parce que moi je suis chrétienne. J'avais commencé une veille qui finissait exactement à 12. Enfin, j'avais cassé le 12 heures du jour où le tournoi commençait. Donc, je pense que cette veille-là m'avait permis de faire mon deuil en fait. Exactement. De faire mon deuil, j'avais fait mon deuil. Et lors de ce tournoi, je n'ai plus frappé aux yeux. Et là, il faut dire que j'avais juste le prix contrat avec Montpellier. Jusqu'au tournoi, j'avais que le prix contrat. Donc, il y avait des clubs comme Barcelone, comme Valence, comme Villarreal. Au bout d'un moment, qui avaient besoin de moi. Est-ce que vous voulez prendre quelque chose? Oui. Moi, j'ai un coca. Coca? Ok. Un coca aussi. Et ça marche. Et vous voulez que je passe à la luminosité, c'est là? Non, le volume un peu. Le volume. Ah,
Alors ça, c'est pas possible, par contre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, du coup, ma vie, elle se terminait le jour même. Donc, et j'avais que le pré-contrat. Ouais. Quand je suis arrivé, Dieu merci, j'ai commencé à frapper, Ouais. à ressortir fin, Bon, parce que j'avais fait mon deuil. La Francine Zouga a commencé à... Et là, ce qui est un peu marrant, c'est que l'équipe Montpellier qui était déjà en train de se dire, écoutez, on a perdu du temps, on aurait pu prendre une autre joueuse, parce que c'est pas trop ça qu'on avait vu au JO. C'est pas trop intéressant, nanani nanana. Et bim, parce que je suis sortie meilleure joueuse du tournoi. Et Barcelone était derrière. Et Montpellier aussi. Montpellier, c'est Montpellier qui m'amène au tournoi. Sauf que je suis en pré-contrat. Ouais, tu peux pas. Il y a Barcelone, il y a, je crois, Valence. Qui était. Parce qu'on joue à Valence, il y a Valence qui était derrière. Et là, je me rappelle, on est en salle. Comme ça, on prenait, je crois, le brunch. Et là, le coach, il m'appelle. Il me dit, écoute, Francine, tout à l'heure, on va faire... il faut qu'on discute. On aura une séance de réunions et tout. Je ne savais pas comment mon manager, il était là. Ouais. Et là, après le brunch, on est allé dans la salle de réunion. Et là, ils ont sorti toute la paperasse. Ils m'ont fait signer mon contrat. Ils m'ont fait signer mon contrat. C'est comme ça que je me retrouve à Montpellier. Et tu fais combien de temps à Montpellier? J'ai fait une saison. Sauf que ça s'était pas vraiment passé comme je voulais. Dans la mesure où, à Montpellier, j'étais en concurrence avec des joueuses françaises. Merci. Merci. J'étais en concurrence avec des joueuses françaises qui préparaient la Coupe du Monde. Comme moi. Oui, 2015 là. Et pour jouer en équipe de France, il fallait un certain nombre de temps de jeu pour prétendre être sélectionné. Et moi aussi, je suis à côté. Il me faut un nombre de temps de jeu. Oui, pour aller à la Coupe du Monde. Pour aller à la Coupe du Monde. Donc, je me dis, écoute, Francine, soit tu joues les mégots de match, soit tu t'imposes, tu demandes à être prêté, soit tu vas rester là et à la Coupe du Monde, tu auras fait tes yeux pour pleurer, exactement. Et là, je commence à écrire mon manager, je lui dis, écoute, la situation, ça ne m'intéresse pas. Parce que voilà. Et là, il m'a dit non, non, il a dit il faut que tu restes. Parce que je reste, parce que non, tu voulais l'Europe et tout. Et là, ça m'a... Ouais. J'ai dit, écoute, qu'ils me mettent en prêt, même en D2, il n'y a pas de souci. Tu as envie de jouer? J'ai envie de jouer. Il m'a dit non, c'est pas possible parce qu'il y avait déjà une Écossaise qui avait déjà mis la pression, qui partait et tout. Non, pas une deuxième et tout, nanana et tout. J'ai dit ok. Mais là, j'étais allé voir le directeur administratif. Avec lui, j'ai fait un peu le bras de fer parce que je me rappelle le match de coupe. Je devais jouer ce match. Je lui ai dit je joue pas. Soit je pars, soit je resterai là, je viendrai aux entraînements, mais je ne vais pas jouer des matchs et tout. Et là, il a compris que c'était mort. C'est comme ça que la Suisse... C'est pour ça que justement, en 2015, tu repars à Genève. Je repars en Suisse. C'est incroyable. Mais tu es une grosse trotteur. Hein, et quand tu repars à Genève, là, c'est en 2015, et tu as le temps de jeu que tu souhaites? Oui, je repars en Suisse, j'ai le temps de jeu. Et... Parce qu'en fait, j'avais déjà un retard. Dans la mesure où je ne jouais pas le temps de jeu que tu voulais avec Montpellier. Ouais. Et mon manager, c'est celui qui m'avait pris. Oui, qui t'avait pris au Cameroun en 2012. Voilà. Donc, avec l'autre de Montpellier, il me dit, si tu bouges, toi et moi, ça s'arrête. Ça s'arrête, tu peux m'oublier. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ah ouais? Ouais. C'est alors. Okay, donc, quand tu repars à Genève, qui s'occupe de toi? C'est un autre agent? C'est celui de 2012. Ah, d'accord. Mais justement, parce qu'à l'époque, en sélection, le milieu de terrain était un milieu très corsé. Hein? Voilà. Et la concurrence était rude. Mais justement, venons à l'épisode de l'équipe nationale. Dis-moi, en quelle année tu commences véritablement à l'équipe nationale du Cameroun? 2004.
2004. 2004, oui. J'ai joué les éliminatoires. Oui. Des jeux éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique. Oui. Je crois que c'était en Éthiopie. Je joue les éliminatoires en aller-retour, mais au Cameroun, j'étais sur la touche. Donc Guinée, elle avait joué ce match. À l'extérieur, j'ai voyagé. Et voilà. Et j'ai joué le retour. Ouais. Enfin, j'ai joué titulaire le retour. Le retour. Et après la à la CAN, la liste finale, enfin, les excuses, c'était trop jeune. Tu es trop jeune, ouais. Machin, mais oui, c'était à l'époque de Bella, justement, la capitaine. Voilà, Bella, en 2004, Anon, Jolet, Anunga. Ouais, ouais. Tu étais encore jeune. Voilà, Bebeto, le Congo. C'est la génération que tu as trouvée. Oui. C'est la génération que j'ai trouvée. Enfin, je suis la. Tu es une génération intermédiaire. Intermédiaire. Oui. Tu es une génération intermédiaire entre l'ancienne génération et la nouvelle génération qui a commencé avec les Aboudi. Tout à fait. Non, Aboudi même, elle était dans cette génération-là parce que 2004, elle joue le match en Éthiopie au Cameroun. Moi, je suis sur la touche. La touche, ouais. Retour, je joue. Elle n'est pas dans la liste, je joue au retour. Oui. À l'extérieur. On gagne, on se qualifie. On va à la CAN Wari 2006. 6, oui. Non, on va en Afrique du Sud CAN 2004. On me laisse parce que. On dit que tu es trop jeune. Je suis jeune. Moi, je reste tranquille. Et moi, à l'époque, honnêtement, ça ne me disait rien du tout. Je n'avais pas. C'était OK, j'ai fait mon temps. Tu fais ton temps et puis. C'était fair play, quoi. On finit cet épisode et 2006, je joue les éliminatoires en aller-retour. Oui. Congo-Brazza en aller-retour. Oui. Non, 2004, c'était Congo-Brazza en aller-retour. 2006, Éthiopie. Oui. Je joue. Et là, je participe à la première CAN. Oui. À la première CAN, oui, à Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Vous arrivez en finale cette année-là? Non, on joue le match de la troisième place. Oui, je me souviens. Parce que l'année, la CAN 2008, c'est là que vous arrivez en finale avec le Nigeria. Tout à fait. Voilà. Mais dis-moi, parce que je te laisse d'abord boire ton petit jus. Et dis-moi, en 2008, vous jouez la finale avec le Nigeria. Avec tout. En 2008, je suis pas de cette expédition-là. Tu n'es pas de cette expédition, non. Mais justement. Parce que je prends la suspension à la CAN 2006 contre le Nigeria en demi-finale. Oui. La CAF me donne, je crois, 4 matchs. Avec $5 000 ou 10 000 de. Oui. À cette époque-là, il n'y avait pas aussi trop de matchs. Voilà. Donc, du coup, la fédération essaye de gérer. On réduit à 2 matchs. Ça fait que 2008, c'était la CAN, le dernier match, en fait. Ça exact. Tombe, voilà. Du coup, je ne participe pas. Et puis après, je reviens. Tu reviens. Mais justement, tu as participé aux Jeux africains ou vous avez gagné les Jeux africains? Oui. C'est en 2011. 2011. C'est là que tu prends véritablement ton envol dans cette équipe ou bien? Ouais, je dirais parce qu'après, je suis revenu. Mon envol, c'est à partir après la CAN 2008. Parce que là, je suis suspendu. Quand je reviens, on prend l'envol parce qu'on enchaîne des qualifications des JO, qualifications des Jeux africains, qualification de la Coupe d'Afrique. Donc, c'est là où je prends. Tu es titulaire indiscutable et puis tu deviens comme un cadre dans cette équipe. Mais j'ai une question. Pourquoi le Cameroun n'a jamais gagné le Nigeria? Si, on a gagné le Nigeria. Oui, mais pas en finale de Coupe d'Afrique. Parce qu'on sait que le Cameroun, dans les finales, ils ont toujours perdu contre le Nigeria. Même la dernière finale en 2014. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Parce que cette CAN au Cameroun... 2018. Non, 2016. Pas 2016. Cette fameuse finale où tout le Cameroun vous attendait. Je ne peux pas parler de parce que je n'étais pas là. Oui, mais justement, même si tu n'étais pas là, tu étais quand même.
Non, mais je peux pas parler parce que je n'étais pas là. Je ne sais pas exactement quel était l'état d'esprit des filles, du staff, du groupe, l'ambiance qui régnait autour de cette équipe. Et tout. Je ne sais pas. Moi, j'étais en France, j'étais en club, moi. Tu étais en club, mais justement, mais de toi à moi, puisque tu as déjà joué le Nigeria. Oui. Mais c'est pour ça que je te pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Parce qu'en tant qu'ancienne, tu peux quand même tu as déjà joué le Nigeria. C'est pas comme si tu n'avais jamais joué le Nigeria. Tu dois savoir. Non, mais le Nigeria, d'ailleurs, c'est l'une des équipes que j'aime. J'ai toujours aimé affronter. Parce que pour moi, c'est plus tu es coriace, plus j'aime ça. Plus tu es forte, plus tu aimes les difficultés. Voilà. Bon, on va passer. Bon, raconte-nous un peu comment s'est passée la Coupe du Monde 2015, où vous êtes toutes rentrées dans l'histoire. Parce que, quoi qu'on dise, vous êtes la première équipe africaine à avoir atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde féminine. Dis-moi comment ça s'est passé, quelle était l'ambiance, Ben déjà, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que c'était beaucoup plus la décision des filles, des actrices. Parce qu'on en avait un peu marre du fait que depuis des années ou des siècles, le Nigeria qui nous marchait dessus. Donc, notre histoire a commencé à s'écrire, ou alors on a commencé à écrire notre histoire à partir du moment où on élimine le Nigeria au Cameroun. Au Cameroun, ouais. Après avoir perdu à Lagos de 1. Et je me rappelle comme si c'était hier, lorsque on était 6 ou 5, on fait une petite assise dans une chambre. Je crois que c'était la chambre d'Ongéné. On s'est dit, écoutez les filles, cette fois, c'est pas devant papa, maman, les amis, les enfants et tout ça. Il faut qu'on se batte. Ah oui. Cette fois-ci, il faut qu'on écrive le nom du Cameroun, du football féminin du Cameroun. Exact. Et Dieu. Et vous étiez combien dans la chambre? Toutes? Non, on était, je veux dire, un peu, s'il faut appeler ça comme ça, un peu le noyau dur. C'est-à-dire que Ongéné, la capitaine Mani, Nkanamuit, Gaël, moi et Djangé. Et bébé Béné. Je crois. Elle était là, je crois. Ouais. Donc, ce match-là, c'est comme ça que... Vous avez éclaboussé le Nigeria d'abord. Voilà. Enfin, on a donné le meilleur de nous. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'on n'a jamais donné le meilleur de nous, mais on a multiplié les efforts. Sachant que, écoutez, on est au Cameroun, et au moins, il faut qu'on soit la génération qui... Vous marquez la génération. Qui arrête ça. En fait, c'était ça un peu le Qui arrête comment on veut dire ça, comment le Nigeria était la bête noire. Voilà. Il fallait stopper l'hémorragie. Il fallait arrêter, il fallait stopper l'hémorragie, tout simplement. Donc, Dieu merci, nos prières ont été exaucées. On a commencé à écrire l'histoire. Bon, une fois la Coupe du Monde, c'était pareil. Parce que notre objectif, entre nous, on étudiait les adversaires. Surtout la Suisse, parce que je me rappelle, Gaël jouait en Suède avec, je crois, la capitaine suédoise. Et moi, j'avais évolué en Suisse. Donc, eux, ils savaient comment je jouais. Donc, ils avaient étudié mon jeu. Et l'autre coéquipier qui nous donnait des infos de comment les contrer. La capitaine qui est milieu de terrain, comment elle joue, comment. Et nous, on se disait, écoute, nous, on mange du macabo pour la récupération. Donc, rien ne doit nous faire peur. Rien ne doit nous faire peur. Donc, malheureusement, on perd le premier match. On perd le premier match. On s'est dit, écoutez, l'Équateur, les éclaboussés. Pour le Canada, la Suisse. On gagne aussi. Et voilà comment vous arrivez en quart de finale, en huitième de finale. Ouais. Mais dis-moi,
beaucoup de gens disent que bon, il y avait des problèmes à cette époque, mais il n'y avait pas de problème de primes, il n'y avait pas de, tout était lisse. Non, mais les problèmes, comme vous le savez, il y a toujours eu. Mais oui. Peut-être aujourd'hui, pas du tout, mais il y a toujours, c'était le gros problème en sélection. Vous le savez. Ouais. Donc, si aujourd'hui je vous dis qu'il n'y avait pas de problème, c'est que je mens. Ouais. Donc, il y avait des problèmes de primes. Je me rappelle que nous, on réclamait une certaine somme. Et la fédération, ou alors comment on dit oui, la fédération, le président et le ministère ne voulaient pas entendre parler. Qui avait jugé que nous, on était trop jeunes. On était trop jeunes pour avoir 30 millions, par exemple. Parce que c'est la somme qu'on réclamait. Après tous les efforts, surtout que des fois, on préparait des matchs. Des fois, on préparait les stages avant les stages. C'est-à-dire que on a fait beaucoup de sacrifices dans cette équipe, avec le coach et nous, parce que il faut le dire, des sacrifices, c'est-à-dire le staff mettait au service leur voiture, transporter les filles qui étaient sur leur chemin, venir à l'entraînement en stage. Et les filles qui avaient des voitures transporter des filles pour venir en stage. Et c'était comme ça. Et oui, parce que l'anecdote dit que des fois, vous montez sur les malles arrière des motos, des voitures. Des voitures. Pour aller en stage. Arriver à Oudja, s'entraîner et reprendre le même chemin. Et vous avez des hôtels? Vous étiez dans des hôtels où chacun était disparate? Quel hôtel? Je te dis qu'on faisait des stages avant des stages. C'est-à-dire que, comme la fédération ou alors l'État ne répondait pas tout de suite à la demande. Vous étiez un peu des laissés pour compte. Voilà. Du coup, le staff anticipait. C'était pas, je peux dire, c'était dans l'inégalité, mais c'était avec le consentement des filles. Des filles. Parce qu'on savait pertinemment qu'est-ce qui nous attendait. Et s'il fallait attendre les 2 semaines de stage, vous ne pouvez jamais vous en sortir. Jamais. Donc, on faisait une semaine, et peut-être c'est ça qui boostait un peu l'État ou la Fédé de nous mettre en stage tout de suite, parce que le fait de commencer, qu'ils avaient des nouvelles, l'équipe nationale s'entraîne, il y a tel, d'autres. Des fois, il y avait des photographes qui venaient. Mais bon, et puis on s'organisait. Celles qui avaient encore des anciens équipements, des lions, parfois on aborrait ça. C'est-à-dire que vous n'aviez même pas d'équipement malgré le fait qu'il y avait un équipement entier. Non, c'était des regroupements, je veux dire, clandestins. C'était des regroupements clandestins parce que le coach avait conscience, et nous, les joueurs aussi, on avait conscience que si vous ne faites pas ces efforts-là, très difficile. Si on restait sur les 2 semaines que la fédération avait prévu pour nous. Mais c'est un peu ça. Justement, il faut que tu me dises quelque chose, parce que ce que tu dis là, ça évoque quelque chose en moi. Je vois un peu comment aujourd'hui les Lions sont traités. Et est-ce que tu penses que les Lions aujourd'hui sont mieux traités qu'avant? Parce que lors des dernières phases de barrage, elles sont allées en Nouvelle-Zélande fait pratiquement 1 mois avant la tenue du tournoi qualificatif. Est-ce que tu penses que ce qu'elles vivent aujourd'hui, c'est un autre monde par rapport à ce que vous avez vécu? Un autre monde. Elles sont mieux traitées que vous? Mieux traitées parce qu'elles font des préparations. Elles font des préparations à l'extérieur ou... Non, mieux traitées parce que au moins aujourd'hui les coachs, il y a une programmation. Elles sont logées à la même enseigne que les hommes, elles ont les mêmes hôtels, parce que contrairement à vous... Si c'est dans ce sens-là, oui, je dirais oui. Mais après, comme je dis précédemment, il y a beaucoup de travail à faire. Mais justement... Il y a beaucoup de travail à faire parce que le football, le niveau, déjà je vais parler des niveaux, c'est pas pour prétendre que nous, on a eu le meilleur niveau de toutes les générations, autant pour moi. Non.
C'est pas ce que je dis. Mais ce que je vais dire, c'est que notre génération, ma génération, on a mis là le football féminin. Oui. Et aujourd'hui, il n'est pas concevable que on passe par les barrages pour être qualifié pour la Coupe du Monde. Il n'est pas concevable que, je sais pas c'est quel pays qui nous a fait arriver au barrage là. Le Botswana. Le Botswana. Ça prouve simplement que les autres, ils ont travaillé, cependant, et que nous, on n'a rien foutu. Francine, parlons vrai. Quel est le véritable problème? C'est quoi? C'est l'encadrement? C'est les joueuses qui n'ont pas le niveau? C'est quoi? Non, il faut... Moi, je pense que... Quand je dirais pas que c'est... Des joueuses qui n'ont pas le niveau, c'est pas ça. Je ne dirais pas que c'est un problème des joueuses. Totalement non, mais... Parce que pour parler des joueuses, il faut parler du staff. Oui. Et pour parler du staff, il faut parler de ceux-là qui sont au-dessus du staff. C'est-à-dire que la fédération. Oui. Quels sont les critères de recrutement de la fédération? Quels sont les recrutements des critères des sélectionneurs? Quels sont les critères de la fédération? Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, la fédération est lancée dans un recrutement des nationaux pour les sélections nationales. Mais les sélections catégorie dames n'ont jamais eu d'expatriés comme coach. Oui, mais ça a marché, ça marchait. Ça marchait. Parce que les coachs sélectionnés, je ne veux pas dire le mérite, parce que quelquefois il y avait des injustices. Oui. Parce que le mérite à 100%, ça n'existe pas. Donc, le coach avait quand même un 11. Un 11. Parce que quand je parle de ça, je peux te prendre un exemple. On est arrivé au Sénégal. Match Sénégal-Cameroun. On avait 11 en 30. Au banc de touche, il n'y avait pas une fille qui pouvait parler. Qui pouvait remplacer. Parce que même le coach nous disait, les filles, même si vous vous blessez, vous allez jouer. Oui. Maintenant, la question c'est, quand tu prends du recul, tu te dis, qu'est-ce que celles-là, elles font là? Oui. Donc, ça veut donc dire qu'est-ce qu'elles font là? Ça veut donc, moi j'entends. Donc, le truc, c'est, ça part de là, c'est un processus. Un processus. Il y a un chef qui est la fédération, la fédération qui a des dossiers et qui a... Je dis qui sait exactement qu'est-ce qu'il veut, où il veut aller avec ce staff, son football féminin, masculin, jeune et consort. Ou est-ce que, quelle identité il veut donner à son foot? Oui. Ça part de là. Oui. Maintenant, quand la fédération, c'est sûr, ils ont ça. Maintenant, c'est le choix de personne. Bon. Est-ce que... Soyons clairs, est-ce que le coach Zabo mérite cette équipe? Soyons clairs, il faut le dire. Excusez-moi, mais je pense honnêtement que non. Ah ouais? Il est dépassé complètement par... Il n'a pas le niveau de cette équipe? Il est dépassé. Peut-être par... Pour toi, quel est le meilleur profil? Si on peut te poser la question. Si tu veux, tu réponds, tu peux pas... Honnêtement, Bon, je te prends un nom. Bon. Mike Doumou, le coach des U23. Est-ce que tu la vois au niveau? Vous voulez que je vous dise ce que je pense? Oui. Pour être honnête, pour moi, il n'y a aucune fille, aucune femme jusqu'ici qui est capable de tenir cette équipe. Oui. Pour moi. Mais pour toi, Francine Zouga? On a eu des profils. Il y a eu le coach Eno qui est passé. Oui. Après Eno? Il a fait 15 ans. Justement. Il a fait 15 ans et il a tenu pratiquement toutes les catégories. Voilà. Après le coach Eno, il y a eu d'autres coachs. Coach Eno, je crois qu'il y a eu le coach Ndoko. Ndoko, ouais. Qui est venu. Ça tenait avec Ndoko? Et puis,
Moi, je vais te parler de l'aspect technique. Technique, non, je suis Tous les dessous ne me concernent ne te concerne pas. Et s'il faut mon avis par rapport à l'aspect technique, pour moi, il reste et il demeure le meilleur. Parce que pour moi, j'ai connu en sélection, j'ai connu le coach Atta, j'ai connu le coach Souleymane, j'ai connu le coach Eno, j'ai connu le coach Kandem d'abord, j'ai connu le coach Eno, j'ai connu le coach Ndoko. Non. Ndoko, oui. Le coach Eno avec le coach Mike, qui était adjoint, le coach Eno, oui. Le coach Eno avec le coach Anon, adjoint, le coach Ndoko avec le coach Anon. Donc, ça fait combien? Ça fait 7. Je vais t'inviter à aller visionner ou à chercher à visionner le contenu ou les matchs et tu regardes le contenu du coach Ndoko. Et tu regardes le contenu du coach, des autres coachs. Les autres coachs. Je ne parle pas des adjoints. Le Cameroun a joué son meilleur football avec le coach Ndoko 2018. 18. Je suis persuadé que c'est ça. Je ne le dis pas parce que j'aurais pu dire autrement. Parce qu'avec le coach Ndoko, je n'ai jamais joué. Tu n'as jamais été un privilégié. J'ai jamais été privilégié. Mais en matière de contenu, c'est lui qui était... C'est lui qui avait le meilleur contenu. Mais justement... Quand je parle de contenu, je vais m'expliquer parce que... Vas-y. Il n'a jamais compté sur un ou deux éléments. Je veux dire, il ne comptait pas sur les individualités. Ouais, c'est sur un ensemble. Sur un ensemble. On est arrivé à la CAN 2018 au Ghana. Tu me prenais, tu me mettais à la place de Grace Yango. Yango, ouais. Je faisais le taf. Tu faisais le taf. Tu me prenais, tu me mettais à la place de Abena ou je ne sais pas trop qui, Meillon et tout. Oui. Je faisais le taf. Tu me prenais, tu me mettais latéral, parce que je suis entré latéral. Ouais. Je faisais le taf. Tu prenais l'autre, tu mettais à la place de Grace ou machin et tout. Oui. Si on interchangeait tout le monde, chacun allait faire le job. Ce qu'il a voulu, il a créé dans cette équipe, à cette période-là, c'était une identité remarquable dans son jeu, dans son style. Dans son style, exactement. Alors que nous, à l'époque, c'était quand à la balle, il faut donner à Onguène et elle va courir. Et après, il faut donner à Gaëlle, elle est grande, il faut chercher. Il faut transpercer les lignes. C'était tout le temps, tu courais, tu travaillais plus. Alors que revisualiser le match ou les contenus de Ndoko, vous verrez que c'était le touche. On dégage si et seulement si on est réellement en difficulté. Donc, j'aurais pu dire autre chose parce que honnêtement, je n'étais pas privilégié. Mais au moins, il y avait un fond. Voilà. Ce qui était intéressant, c'était le fond. Et si je pense, à mon avis, que c'est ce fond qui manque aujourd'hui. Et aujourd'hui, il manque ce fond. Qui manque aujourd'hui. Exactement. Mais justement, toi, en tant qu'une ancienne, est-ce que vous, les anciennes footballeuses, les anciennes internationales camerounaises, vous êtes consultées quand, par exemple, on sait que parfois, chez les Lions, il y a des anciens qui sont autour de l'équipe. Est-ce que vous n'êtes pas un peu des laissés pour compte autour de cette sélection? Bon, moi personnellement, non. Je ne suis pas consulté. Oui. Peut-être. Mais est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Ce qui n'est pas normal pour moi est peut-être être normal pour quelqu'un d'autre. Oui, mais justement, parce qu'il faut... Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes comme la génération 2000 au foot qui contrôle aujourd'hui le football. Et normalement, vous deviez être celle-là. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui. Mais ce que tu dis, est-ce que tu penses vraiment que... Avant nous, il y a eu une génération. Il y a eu des générations. Des générations, oui. Est-ce que tu penses vraiment que ces personnes-là qui sont aujourd'hui à la tête